Elle se tourna vers sœur Baristan. Vous avez protégé mon père bien des années. Vous avez combattu aux côtés de mon frère au Trident. Mais vous avez préféré abandonner Viserys à son exil et ployer le genou devant l'usurpateur. Pourquoi? Et dites-moi la vérité, cette fois. Il est des vérités dures à entendre. Robert était un bon chevalier, chevaleresque, brave. Il a épargné ma vie comme les vies de nombre d'autres. Le prince Viserys n'était qu'un bambin. Il se serait écoulé des années avant qu'il ne soit à même de gouverner. Pardonnez-moi, ma reine, mais vous exigez la vérité. Et dès sa tendre enfance, votre frère Viserys s'était souvent montré le fils de son père, ce qui, dans un sens, n'avait jamais été le cas de Rhaegar. Le fils de son père? Elle fronça les sourcils. Que veut dire cela? Le vieux chevalier ne s'y a pas. Le roi votre père porte à Westeros le surnom de Le Foll. Personne ne vous l'a jamais dit? Si, Viserys. C'est l'usurpateur qui l'appelait ainsi. L'usurpateur et ses chiens. C'était un mensonge. À quoi bon exiger la vérité? Dit doucement Sir Baristan, si vous lui fermez les oreilles. Il hésita, puis se décidant à poursuivre. Je vous ai dit avant que j'utilisais un faux nom pour empêcher les Lannister d'apprendre que je vous avais rejointe. C'était vous taire plus de la moitié des choses, votre grâce. La vérité pleine et entière est que je voulais vous étudier à loisir avant de vous engager mon épée. M'assurer que vous n'étiez pas... la fille de mon père? Folle, acheva-t-il. Mais je ne discerne aucune tare en vous. Une tare? Se hérissa-t-elle. Il faudrait un maître pour vous instruire, votre grâce, sur l'histoire de Westeros. Je ne le suis pas. Les épées ont été ma vie, non point les livres. Mais tous les enfants le savent, les Targaryennes ont toujours dansé trop près de la démence. Votre père ne fut pas le premier. Le roi Jaehaerys m'a dit un jour que démence et grandeur étaient les deux faces d'une même pièce. Chaque fois que naît un nouveau Targaryen, disait-il encore, les dieux lancent la pièce en l'air et le monde retient son souffle en se demandant de quel côté elle va bien pouvoir tomber. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour une nouvelle patrouille dans le son du mur. Nous sommes au cœur d'une petite série de podcasts consacrés aux grandes familles influentes de Feu et Sang, celles qui vont jouer un rôle dans House of the Dragon. Et pour parcourir le mur à mes côtés aujourd'hui, je me retrouve avec Monsieur Feu et Sang de la garde de nuit, Eridan. Hello les gens. Et quelqu'un qui fait ses premiers pas dans le podcast avec Yodabor et son accent chantant. Bonjour à tous. Ensemble, on va parler un petit peu de cette famille de dégénérés que sont les Targaryennes. Bon, pas que, hein, mais quand même un peu. Et on va revenir un petit peu sur leur parcours, en tout cas jusqu'au début de la Danse des Dragons, pour bien se remettre en tête qui sont ces personnages avant d'attaquer la série finalement. Et bon, sans plus de préambule, on va attaquer tout de suite. Yoda, c'est quoi un Targaryen? Les Targaryens, dans la saga principale, c'est une famille qu'on connaît essentiellement à travers le personnage de Daenerys. Un personnage point de vue qu'on rencontre très très vite dans la saga. Daenerys, c'est la fille du roi Aerys II Targaryen et de Rhaella Targaryen. Et elle est née à Père-Dragon après la chute de Port-Réal et la prise de pouvoir de Robert Baratheon. Donc elle est née à Père-Dragon, mais ils ont réussi à s'enfuir, elle et son frère Viserys, en passant par Braavos, puis après, après différentes fuites à travers différentes villes, ils sont arrivés jusqu'à Pentos, et c'est là qu'on rencontre pour la première fois Daenerys, alors qu'elle doit se marier avec Khal Drogo. Et donc, concrètement, physique, quels sont les traits dont hérite Daenerys en tant que Targ, finalement? Puisqu'on a tendance à les dénommer Targ quand même en diminutif. Oui, alors les Targ, à travers Daenerys et Viserys aussi, ils sont quand même plutôt grands, ils sont très beaux, c'est quand même une de leurs caractéristiques. On parle souvent de personnages très très beaux, avec des cheveux très clairs, blancs, or, argent,
Vraiment quelque chose de très très clair. Et des yeux, pour beaucoup, qui tirent sur des couleurs du violet. Donc violet, alors Daenerys améthyste, donc c'est aussi quelque chose d'assez rare. Voilà. En fait, les Targaryens, ils ont un physique très atypique finalement, et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et est-ce qu'on les reconnaît tous comme ça, Eridan, pour ceux qui pourraient parcourir la saga sous des noms d'emprunt finalement? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que on a des personnages effectivement qui ont les caractéristiques familiales que Yoda vient de décrire, et on en a d'autres pour qui ces caractéristiques sont moins faciles à voir ou moins faciles à reconnaître parmi les Targaryens. Notamment dans la saga principale, on a des personnages qui sont identifiés tardivement comme étant Targaryens, mais je vais laisser Yoda introduire ça. Maestre Aemon. Donc Maestre Aemon, on le rencontre assez tôt dans la saga, et c'est le maître qui est en poste à Château Noir. C'est Jon qui le rencontre, et il parle assez souvent avec lui. Pour le coup, on découvre pas de suite que c'est un Targaryen. Il est aveugle, il a plus trop de cheveux, donc il a vraiment pas les caractéristiques du Targaryen. Et c'est à travers un dialogue avec Jon qu'on finit par découvrir qu'en effet, il est Targaryen et que potentiellement, il aurait pu devenir roi. Il n'a pas fait ce choix, il a préféré rester au mur. Mais voilà, c'est donc un de ces Targaryens un peu qu'on croise finalement un petit peu inopinément à travers la saga. Oui, puis qu'on va recroiser dans Dunkelhoff, mais dans sa version jeune, finalement, quelque part. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien dans la saga principale, dans ce que fait Martin, entre les Stark et les Targaryennes, euh, avec ces deux personnages-là, mais aussi avec un autre personnage qui incarne lui aussi le savoir et la mémoire, quelque part, puisqu'on a Brynden Rivers également. Oui, Brandon Rivers, alors lui c'est un grand personnage quand même de la saga. Brandon Rivers, Feu Sanglant, c'est un des fils bâtards du roi Aegon IV, qui va lui aussi finir au mur, où il va devenir Lord Commandant de la garde de nuit, avant de disparaître au-delà du mur. C'est un personnage euh, qui est très très mystérieux, voilà justement. On ne sait pas grand-chose de lui, on pense qu'il a disparu, hein, plus personne n'a jamais entendu parler de lui, jusqu'au moment où finalement c'est Bran qui va le rencontrer dans une grotte au-delà du mur. Avec un processus de révélation qui est un peu similaire, je trouve, du côté d'Aemon comme du côté de Brynden Rivers. Il y a un espèce de dialogue avec un jeu sur les noms, sur la place qu'ils ont eue, sur la relation aux frères finalement, etc. Donc quelque chose Oui. d'assez similaire dans les deux cas. Après, la petite différence, c'est que Jon identifie réellement Aemon comme un Targaryen, alors que Bran se contente D'une petite d'appeler explication et c'est de le la... lecteur qui fait le lien, quoi. Exactement. Enfin, là Mm. pour le coup, Martin laisse juste tous les indices. Quelqu'un qui a bien le background en tête reconnaît le personnage, mais Bran lui-même n'a pas identifié qui était Brynden Rivers. Mais Oui, en même temps, bah, vas-y, Yoda. Oui, non, je veux dire que si pour un lecteur qui est pas du tout attentif, en fait, même je pense qu'il est pas reconnu, Brandon Rivers. Enfin, Tout à fait. ça reste un vieux monsieur qui est en train de prendre racine dans un dans un barrage. C'est- C'est- C'est marrant parce qu'en plus, je pense qu'effectivement, il y a des indices qui sont donnés pour ça, mais là, une fois de plus, c'est l'intertextualité qui va répondre à cette question-là avec Mystery Night, donc la troisième nouvelle de Dunkelhoff, dans laquelle il y a beaucoup d'indices pour t'amener à savoir qui est la corneille à trois yeux finalement dans Dance, puisque Mystery Night est sorti entre A Feast for Crows et Dance pour le coup. Et dans A Feast for Crows, on commence à avoir des éléments de feu noir aussi, ce qui nous amène à un autre personnage de Targaryen caché finalement, avec notre cher Aegon, rebaptisé Faegon chez les fans. Je sais pas s'il faut s'étendre sur pourquoi il y a un F majuscule qui vient se rajouter à son prénom, ou si on garde ça pour une prochaine fois. Eridan? Pour une prochaine fois, c'est bien, hein. Après Mm. tout, on a parlé de se faire un podcast feu noir, donc on le fera à ce moment-là. Peut-être quand même présenter rapidement Aegon. Du coup, c'est un personnage qu'on rencontre dans ADWD.
donc dans la 5e intégrale. C'est un prétendant au trône, c'est-à-dire que lors de la rébellion de Robert, les Lannister ont massacré les enfants de Rhaegar, notamment le petit Aegon, tout juste 1 an, dont le crâne a été brisé, ce qui est absolument répugnant, mais ce qui surtout rend beaucoup plus compliqué l'identification. Et il y a un léger doute sur le fait que Aegon aurait peut-être pu survivre. Et c'est la fable que Varys et Illyrio tentent d'inventer pour imposer leur candidat sur le trône de fer. Aegon, fils de Rhaegar, a survécu et il va revendiquer le trône que son père n'a pas pu avoir à cause de Robert. Faegon, c'est un petit peu le prétendant sorti du chapeau par le magicien qu'est Varys à la toute dernière minute. C'est la variation médiévale du bel inconnu, quoi, vraiment. Exactement. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a un personnage qui est construit en miroir par rapport à un autre dont on va bientôt parler. On a un personnage qui a une légitimité très forte, puisqu'il est le fils de Rhaegar, lui-même fils d'Aerys. Mais d'un autre côté, on n'est pas sûr de son identité. Alors qu'il reste un 6e peut-être Targaryen, qui a une légitimité assez faible, mais dont l'identité depuis quelques années est quand même très connue comme étant un vrai fils de Rhaegar pour le coup. Yoda, est-ce que tu veux nous parler de lui? Ah oui, alors c'est de Jon Snow, bien entendu, quand on peut vous parler. Donc Jon Snow qui théoriquement est le fils d'Eddard Stark et de quelqu'un. Voilà, cette quelqu'une, voilà, on sait pas qui c'est, mais bon, c'est finalement assez peu important, hein, puisque Jon Snow est surtout le fils de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark. Voilà, donc ça en fait un Targaryen, l'héritier du trône, et quelqu'un avec une certaine prétention finalement à intégrer la famille Targaryen, même si pour le coup ça risque d'être plutôt compliqué pour lui de le prouver. Bah, il a carrément pas les traits caractéristiques des Targ, donc il y a quand même une question de génétique qui se pose. Je sais pas si dans le... Parce qu'après du coup, Martin fait encore une fois de plus, comme on l'a vu dans tous les autres podcasts, donc notamment sur les Vélarions, hein, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un processus de rétro-écriture où il va finir par écrire du préquel assez tardivement, enfin en tout cas lui donner une certaine densité assez tardivement. Et je sais pas si la question de la génétique, enfin de la génétique, il fait ce qu'il veut, c'est un monde inventé, tu vois, mais chez Jon, on a quand même les traits caractéristiques des Stark, alors que j'ai l'impression que hériter des traits valyriens des Targaryennes, dans la plupart des cas, c'est pas que ça coule un peu de source, mais c'est plus rare de prendre les traits de quelqu'un qui n'est pas valyrien, quoi. Quand t'as un mariage valyrien avec quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Je sais pas, Iridan, peut-être tu pourras me... Non, ça dépend. C'est-à-dire qu'on a des cas de figure divers et variés. Notamment un que je trouve très intéressant, c'est celui du mariage de Daeron II avec une Martell, Maria Martell. Et il a 4 fils. Sur ces 4 fils, on en voit vraiment 2 dans la première nouvelle de Dunkelhoff, qui sont à l'extrême opposé. C'est-à-dire que Baelor a pris les traits plutôt dornien de sa mère, ce qui affaiblit effectivement sa légitimité aux yeux de certains, alors qu'à l'inverse, Maekar va vraiment prendre les traits valyriens de son père, ce qui ne renforce pas particulièrement sa légitimité quand... bon, bref. On fera un podcast Maekar, mais il nous manque Babar pour ça. Donc non, disons que en termes de génétique, Martine se fait un petit peu plaisir, et je pense que les traits non valyriens de Jon sont... Enfin, je ne sais pas quelle sera leur place dans la saga. Est-ce que Jon va être amené à revendiquer le trône de fer, le royaume des 7 couronnes, ou est-ce qu'il va se contenter de Winterfell? Parce que lorsqu'on lit les chapitres de Jon, la grande inconnue, c'est plutôt ça. C'est quel est son rapport avec la famille Stark, avec Winterfell, et avec le titre de roi du Nord, finalement. Voilà, des questions se posent. On n'a pas encore les réponses. On attend tout haut. Après, ce qu'on peut dire de manière générale dans la manière dont les Targaryens sont abordés dans la saga, c'est que c'est des gens qui héritent d'un certain passif. Un passif qui a quand même 300 ans, en tout cas pour la partie Westerosi de leur histoire.
qui sont les derniers héritiers de cette chose-là finalement. Si jamais leur lignée s'éteint, les Targaryens s'éteindront définitivement, quoi. Il y en aura plus après ça. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose, hérité de quelque chose de disparu ou en phase de disparaître. C'est une thématique qui traverse toute l'histoire des Targs. Et je pense qu'Eridan, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de Valyria, par exemple. Entre autres, disons que quand on prend le point de vue historique, je veux dire ici historique dans l'histoire des Targaryens, comme tu le disais, on voit qu'il y a une vraie écriture de déliquescence de la part de Martin. On part d'un passé assez rayonnant, à savoir Valyria, l'antique Valyria, la puissance des seigneurs dragons, les sortilèges, la magie, les dragons en règle générale. Et petit à petit, tout ça s'éteint, tout ça tombe, se morcelle petit à petit. On va vers quelque chose qui est à l'origine très glorieux, vers quelque chose qui est complètement tordu, complètement déformé, et oui, dont il ne reste pas grand-chose. Donc si on reprend justement l'histoire des Targaryens, je vais pas dépasser la danse des dragons et House of the Dragon, mais on commence du coup par parler de l'antique Valyria, qui est une cité de l'Est, qui est l'une des rares à avoir maîtrisé les dragons. Donc les Valyriens sont célèbres pour ça, pour chevaucher des dragons. Ce sont pratiquement les seuls, en tout cas les seuls reconnus dans l'histoire. Seulement arrivé vers une centaine d'années avant la conquête, Aenar Targaryen va décider de s'exiler. Il va quitter Valyria. Les Targaryens, à l'époque, ce n'est pas une famille très importante, c'est une famille de seigneurs dragons quand même, donc ils ont un certain poids, mais c'est une famille relativement mineure par rapport à des grandes familles valyriennes dont on ne sait pratiquement rien. Et Aenar fait ce choix de s'exiler sur Père-Dragon, qui est le poste avancé de Valyria vers l'ouest, mais ils ne se sont jamais développés au-delà de Père-Dragon, les Valyriens, ils n'ont jamais tenté la conquête de Westeros jusque-là. On ne sait pas pourquoi Aenar s'exile, l'histoire généralement admise, c'est que sa fille Daenerys la rêveuse aurait eu un rêve prophétique, et 12 ans avant le fléau de Valyria, elle aurait prophétisé le fléau. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est une réécriture de l'histoire a posteriori? Je ne sais pas, mais ça m'intéresserait beaucoup que Martin réécrive des choses là-dessus pour qu'on en sache un peu plus. En tout cas, à l'époque, les Valyriens prennent ça comme un abandon de la part d'Aenar, comme une lâcheté, comme une faiblesse. Aenar est quand même suffisamment malin pour emporter avec lui toute sa famille, toutes ses femmes, tous ses enfants, tous ses dragons surtout, ce qui est plutôt une bonne idée. Parce que lorsqu'arrive le fléau 12 ans plus tard, 12 ans après le rêve de Daenerys et l'exil d'Aenar, tous les seigneurs dragons disparaissent, toute la puissance de Valyria disparaît, et c'est le début du déclin de la magie en règle générale dans cet univers. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un côté presque biblique, tu sais. Il y a un côté presque arche de Noé. Le mec, il a mis tout le monde dans un bateau et hop, on s'en va, quoi. C'est Exactement. Alors, on pourrait parler du rapport des Targaryens à la Bible et de la figure christique de Daenerys, mais je pense qu'on dépasserait le cadre du podcast. Largement le cadre du podcast. Je vais en rester du coup au fléau. À partir du fléau qui se produit réellement à peu près 100 ans avant le début de la conquête d'Aegon Targaryen et de ses sœurs, parce qu'on a tendance à oublier ses sœurs. À partir du fléau, il va se produire ce qu'on appelle le siècle de sang, c'est-à-dire une centaine d'années où à Essos, il va y avoir énormément de conflits et de batailles sur les décombres de Valyria. C'est-à-dire que Valyria régnait sur une grosse moitié d'Essos, toute la moitié orientale. Je vous renvoie au podcast sur la triarchie et les cités libres. Je pense qu'on en a parlé, ça donne un bon aperçu de l'étendue de Valyria. Tout à fait. J'ai dit moitié orientale, c'est moitié occidentale d'ailleurs, pardon. Donc tout ce qui est effectivement, comme tu le disais, tout ce qui est les cités libres, elles vont à partir de ce moment-là revendiquer l'héritage de Valyria ou au contraire le rejeter et vouloir leur indépendance les unes. Exactement, vouloir leur indépendance les unes par rapport aux autres. Donc il y a énormément d'affrontements. Les Targaryens à l'époque regardent toujours un petit peu vers Essos, mais
ils restent quand même assez cantonnés sur leurs cailloux sur Père Dragon. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils sont les seuls à avoir des dragons, mais ils n'en font pas un énorme usage. Valyria, jusque-là, avait une logique d'expansion, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Les Targaryens, eux, vont rester très attentistes pendant le siècle de sang, jusqu'au règne d'Aegon Targaryen, qui, à un moment donné, décide que ça va bien les conneries, et il va se lancer dans la conquête des 7 couronnes. Donc c'est vraiment le premier Targaryen qui regarde vers Westeros, et c'est le premier Targaryen qui entreprend la conquête de Westeros, et c'est une conquête éclair. Elle dure 2 ans. Aegon enchaîne facilement grâce à son hégémonie sur les dragons. Il va enchaîner rapidement toutes les victoires. Je suis en train de dire que la puissance aérienne joue un petit peu. Je suis en train de dire que la puissance nucléaire joue un petit peu, parce que quand tu es capable de faire fumer Harrenhal, c'est quand même que t'es pas trop mauvais, tu vois. Bref, Aegon, oui, vraiment s'impose sur Westeros, et par des mécanismes assez intelligents, il va réussir à imposer le règne des Targaryens sur Westeros, ce qui permet d'établir une dynastie qui va durer environ 300 ans jusqu'au règne d'Aerys II et au début de la saga. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Avec une petite continuité, on peut rementionner, on doit avoir un podcast sur le sujet, sur le statut d'héritier après Aerys II, et sur le fait que Robert Baratheon n'est pas non plus complètement pas lié à la famille targaryenne pour pouvoir revendiquer le trône, quoi. Donc on est quand même... Il y a une histoire de continuité, il y a une rupture, mais il y a quand même une histoire de continuité. On vous renvoie au podcast sur les héritiers qui doit dater d'un petit moment, je pense, 2 ans bien tapés, mais qui doit toujours être présent. Ouais, mais comme il n'y a pas eu de nouveau livre... C'est ça. C'est toujours très actuel tout ça. Et du coup, Yoda, ce qui se passe avec cette dynastie, c'est qu'ils vont s'installer à Port-Réal, mais il y a un statut qui reste un petit peu à part, qui est ce caillou, finalement, comme a dit Eridan, qui est Père Dragon. Oui, tu peux nous en dire un petit peu sur ce statut, sur Père les endroits Dragon. où ils vivent, finalement. Oui, donc il vient de Père Dragon, qui est finalement très très proche de Westeros, et ça m'a toujours un peu étonné qu'il se soit, enfin c'est vraiment hors sujet, mais ça m'a un peu toujours étonné qu'il se soit installé finalement aussi près de Westeros en ayant rien à faire finalement pendant tant d'années, pour finalement un beau jour, mais alors pour une raison vraiment... ça aurait été ça aurait été autre chose, voilà, se lancer dans la conquête de Westeros. Donc bon, c'était un petit aparté. Donc Père Dragon reste quand même leur château, leur caillou, auquel ils sont très très attachés. Et même si ils installent leur capitale à Port-Réal, Père Dragon finalement, ça reste un peu leur château de famille, quoi, on peut dire. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le titre de prince de Père Dragon que va avoir finalement plus ou moins celui qui est l'héritier du roi. Donc c'est un statut. Enfin, au début, c'était quelque chose d'informel, et puis ça a été formalisé. C'est donné, c'est un titre qui est finalement donné à l'héritier en titre du roi. Ça a été mis en place à compter du règne d'Aenys, puisque quand son père était roi, c'est Maëgar qui était installé à Père Dragon. Maëgar, par la suite, finalement, n'aura pas d'héritier vraiment direct. Ça a été un peu son grand drame, d'ailleurs, à Maëgar, de ne pas avoir d'héritier. Et c'est finalement avec Jaehaerys que ça va être formalisé, que le titre de prince de Père Dragon, ou de princesse de Père Dragon, puisque Rhaenyra le sera aussi d'ailleurs, va être vraiment formalisé, et que du coup il appartiendra à la personne qui est donc censée hériter du roi qui est en place à ce moment-là. Eridan ? Pour le cas du titre de prince de Père Dragon, c'est exactement ce que vient de dire Yoda, et je trouve important de rappeler que Martin écrit dans un univers inspiré de celui qu'il connaît lui, à savoir le monde anglo-saxon. Et en fait, c'est vraiment par la coutume, par la tradition, qui va
s'imposer au fil des années, c'est le fait de répéter une même coutume qui en fait pas une loi justement, mais qui s'établit comme une institution. Donc si le prince de Perdragon devient une institution, si ça devient le titre qu'on attribue à l'héritier, c'est bien par la coutume. Il n'y a pas une loi qui définit ça en réalité. Et on pourrait très bien transmettre le prince de Perdragon à quelqu'un qui n'est pas l'héritier. Moi, je me suis demandé si ça faisait pas référence, tu sais, je viens de me faire une micro-recherche par rapport à notre univers à nous, à tout ce qui est héritier de la couronne anglaise, du coup. Et notamment au fait que aujourd'hui, le prince Charles porte le titre de prince de Galles. Donc en plus, c'est un prince avec un dragon sur un drapeau. Donc on retrouve quelque chose qui pourrait avoir inspiré Martine de ce côté-là. Après, je suis pas spécialiste donc en monarchie anglaise, donc je sais pas si c'est un titre qui se transmet depuis un moment ou quoi que ce soit. Si. Ouais. Mais après, dans d'autres formes de monarchie, il me semble que dans la monarchie française aussi, il y a cette volonté de donner un titre à l'héritier et de lui permettre d'avoir non seulement des revenus en propre, mais aussi de commencer à régner sur un lopin de terre pour se faire un petit peu la main, tu vois. Bon, je simplifie légèrement, mais c'est un petit peu l'idée. D'ailleurs, Oui, puis ça se termine en nom commun pour le coup de la monarchie française, puisqu'on a le cas du dauphin, en fait, qui existe, donc qui à la base est quelqu'un à qui on donne le dauphiné, et qui se termine exactement. par devenir, c'est pas un nom commun, mais en tout cas, on le désigne sous le nom le dauphin, l'héritier de la couronne française, quoi. D'ailleurs, on a une autre famille qui procède un petit peu comme ça. La famille Harin, elle a également un peu ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'on connaît tous les Ériés dans lesquels ils vivent, où il y a les portes de la lune, etc. Sauf qu'ils ont un autre château en contrebas de la montagne, un château beaucoup plus ancien, qui s'appelle les portes de la lune, justement. Les Harin n'ont aucune imagination lorsqu'il s'agit de donner des noms aux choses. Et le gardien des portes de la lune, dans la saga, c'est un Nobody qu'on connaît, mais avant ça, au cours de l'histoire, le titre de gardien des portes de la lune est généralement donné à l'héritier en titre du seigneur de la maison Harin. Donc on a vraiment ce même fonctionnement chez les Harin, tout comme chez les Targaryens, qui est que le centre historique, le cœur de l'histoire de la famille, les portes de la lune pour les Harin et les Pères Dragons pour les Targaryens, est transmis au futur héritier. On a à la fois la rencontre du coup du passé et de l'avenir qui permet de commencer à positionner, à placer l'héritier. Dans un tout autre registre, pour parler de Père Dragon, on parle de Port-Réal également pour la ville fondée par les Targaryens, qui en anglais s'appelle du coup King's Landing, donc qui n'a pas tout à fait le même sens que Port-Réal, c'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit où il a atterri, quoi. C'est vraiment la piste d'atterrissage des Targs, quoi, finalement. Et faut imaginer les gens avec les petits bâtons, tu sais, qui font des signes pour que Balérion n'écrase pas leur maison. Et du coup, sur Port-Réal, ce qui est intéressant, c'est que ça devient petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire des Targs, un lieu de pouvoir. On va avoir évidemment le trône de fer, mais il y a un autre élément dont les Targaryennes vont avoir besoin, qui est la religion dominante à Westeros, et comment est-ce qu'on s'accommode de ça quand finalement on a toutes les caractéristiques qui ne vont pas avec, quelque part. Eridan? Ce que je trouve assez intéressant dans la conquête d'Aegon et derrière dans son règne, c'est la manière qu'il a eue de ne surtout pas toucher aux institutions qui existaient déjà. C'est-à-dire que Aegon, il va prendre le pouvoir sur 7 royaumes et il va être beaucoup dans le laisser-faire. Tant que vous ne vous opposez pas à moi, je ne vous crame pas vos têtes. En gros, on peut résumer sa politique comme ça. Et bah avec la religion, c'est exactement la même chose qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il a de très bons rapports avec les divers grands septons qui vont se succéder au cours de son règne. Il va leur rendre visite chaque fois qu'il passe par Ville-Vieille. Et à l'inverse, les grands septons aussi vont se montrer très accommodants avec Aegon. Parce que les Targaryens ont quand même une tradition héritée de Valyria qui est celle des mariages incestueux. Doublement problématique dans le cas d'Aegon, puisque non seulement le mariage d'Aegon est incestueux, mais en plus il est bigame, il est marié à ses 2 sœurs. Ce qui n'est pas forcément très bien vu par la foi, il faut bien le reconnaître.
Seulement, comme c'est Aegon le Conquérant, qu'on connaît sa puissance, qu'on connaît sa détermination, les grands septons évitent de trop dire on n'est pas trop d'accord avec le fait que vous soyez marié à vos 2 sœurs, monsieur. Bon, je pense que tout le monde a Arenal dans la tête à ce moment-là quand même. Hein. Exactement. Arenal, la bataille du champ de feu, enfin, à un moment donné, si les Hightower c'est ça, Ouais. si les Hightower se sont pas mouillés à l'époque de la conquête face à Aegon, c'est pas pour rien. Seulement, même au cours du règne d'Aegon, on va commencer à voir apparaître une petite résistance vis-à-vis des mariages incestueux. C'est-à-dire que Aegon, il est marié depuis trop longtemps à ses sœurs pour qu'on remette le mariage en cause. Mais par contre, ses héritiers, eux, la question du mariage incestueux va commencer à se poser. Et quand il commence à se poser, le grand septon fait savoir qu'il n'est pas trop fan du mariage incestueux pour Maegor, notamment. Et que lui, il préférerait largement que Maegor se marie avec, je sais pas, ma nièce, par exemple. C'est une Hightower, tiens, quelle surprise. Au cours du règne d'Aegon, au final, il va pas y avoir trop de problèmes avec la religion parce que Aegon est très soucieux. Il fait très attention à ça. Par contre, au cours du règne d'Aenys et derrière au cours du règne de Maegor, il va y avoir le premier grand défi qui va être lancé à la famille Targaryen, à savoir la guerre de la foi. Le grand septon est beaucoup plus vénère au cours de ces années-là, et Aenys a la très bonne idée de marier son fils à sa fille, ce qui ne plaît pas du tout au grand septon, qui va vraiment soulever l'ensemble du royaume contre Aenys. Et le règne d'Aenys se finit dans la déchéance la plus abjecte. Parce qu'en plus de ça, Aenys est un roi beaucoup plus indécis que ne l'était son père Aegon, et il n'arrive pas à se résoudre à utiliser ses dragons pour imposer son pouvoir. Ce qui n'est pas le cas de Maegor le Cruel, qui lui va mettre le royaume à feu et à sang, c'est le cas de le dire, et qui va brûler tout ce qui se dresse devant lui, concrètement, parce que Maegor est une grosse brute. Maegor va régner... Pardon, vas-y. Non, c'est juste les histoires de. On n'est pas d'accord avec, avec le fait qu'ils se marient entre eux. Tu sais, ça fait un peu, pour le coup, aussi monarchie anglaise, je trouve. Il y a un côté un peu gossip, genre ah non, ils se marient quand même entre frères et sœurs, c'est pas terrible. Ça me rappelle le mariage de Margaret et, avec, je sais plus comment il s'appelle, Anthony Machin là. Vraiment, le mec a regardé The Crown et c'est sa seule référence quoi. Mais du coup, ça me fait vraiment un peu cet effet-là. Tu sais, des gens qui sont pas d'accord. Mais prendre les armes, tu sais, au début, c'est vraiment juste. On parle dans leur dos et après ça dégénère, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est Maegor, donc ça dégénère forcément, tu vois. Ça dégénère forcément. Mais bon, voilà. Il y a petite parenthèse. Et du coup, Maegor, il va régner 6 ans et 66 jours. Je pense que Martine fait totalement exprès. On reparle d'influence biblique, on n'y échappe pas quand on parle des Targs. Et après Maegor va arriver un roi très important qui va réussir à mettre fin à la guerre de la foi. Il faut dire qu'à cette époque, la foi est complètement épuisée parce que Maegor les a quand même méchamment savatés, on peut le dire comme ça. Un petit peu. Et ce roi, c'est Jaehaerys, qui va avoir le plus long règne de toute la dynastie Targ, qui va être appelé le conciliateur, parce que vraiment, il hérite d'un royaume divisé, et il va réussir, à force d'intelligence et de persévérance, de fermeté, mais aussi de subtilité, à recoller les morceaux de ce royaume. Avec la foi, au cours du règne de Jaehaerys, on a des rapports qui sont à la fois tendus, fermes, très surveillés. C'est-à-dire que Jaehaerys va vraiment s'impliquer auprès de la foi pour qu'ils adoptent sa doctrine, qu'on appelle la doctrine de l'exceptionnalisme. Et cette doctrine, on peut la résumer simplement. Les Targaryens sont des gens qui sont à part du reste de l'humanité. Du coup, eux, ils ont le droit de se marier entre eux. Et les autres, non. Bande de péants. Voilà, en gros, on peut le résumer comme ça. Cette doctrine va s'imposer au fil des années. Et Jaehaerys va vraiment surveiller que la foi n'ait plus les moyens de se révolter à nouveau contre sa dynastie. Notamment en interdisant tout ce qui est guerrier, tout ce qui est désordre guerrier, quoi. C'est le plus important en fait. Vraiment, un des accomplissements de Jaehaerys, c'est d'arriver à imposer cette idée que c'est le trône de fer qui doit protéger la foi et les fidèles, et ce n'est pas à eux d'avoir des ordres militaires, des ordres armés.
voilà, on pourrait dire à Cersei qu'il serait bon qu'elle révise un petit peu son histoire parce que ça lui ferait pas de mal. À un moment donné, quand tu armes la foi, tu sais très bien que tu es en train d'armer une puissance qui va te dépasser. Mais Cersei n'est pas très au courant, malheureusement pour elle. La foi, juste derrière, la foi ne va plus jamais représenter un problème politique pour les Targaryens, a priori de ce qu'on en sait. On sait qu'il va y avoir un petit regain sous Baelor le Bienheureux, qu'on appelle le roi Septon. Mais la foi n'est Et qui va donner plus... le septuaire de Baelor. Exactement. Mais la foi ne va plus représenter une menace à partir de ce moment-là, à partir du règne de Jaehaerys. Ce que je trouve intéressant dans tout le rapport des Targaryens avec la religion, c'est qu'ils vont réussir à renforcer cet aspect qu'ils sont exceptionnels, justement, d'où la doctrine d'exceptionnalisme, que ce sont des dieux vivant sur Terre, qu'ils sont les seuls à pouvoir se marier entre eux et à pouvoir avoir des dragons. Et tout ça, ça me renvoie un petit peu à l'Égypte, en fait, où on avait justement des pharaons qui avaient des mariages incestueux et qui étaient considérés comme des dieux vivants sur Terre. Et pour les inspirations historiques, je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler. Du coup, Chris, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Je vais essayer de remplacer Babar hein, sur ce point-là. Ça va être très succinct. Si jamais les petits points dont on va parler, même celui dont tu viens de parler, Eridan, vous intéresse, on vous renverra une fois de plus au Mystère du Trône de Fer, tome 2, sur les inspirations historiques, écrit par du coup Babar des Bois et DNDM pour leur petit pseudo du forum, quoi. Effectivement, sur l'Égypte, évidemment, on a la dynastie des Ptolémées, et ça, Martine dit clairement qu'il s'en est inspiré pour les Targaryennes. Ça participe à deux choses, d'une part, l'orientalisme qui entoure un petit peu les Targaryennes et leur représentation, orientalisme qu'on va retrouver notamment dans tout le parcours de Daenerys. Donc avec vraiment quelque chose de très essosie, avec une suite de clichés remaniés, mais une suite de clichés quand même, quoi. Et d'autre part, ça va participer au côté antiquisant des Targaryennes. Et c'est intéressant parce qu'il y a toutes les inspirations de type antique qu'on va avoir sur les Targs et Valyria vont venir ajouter une pierre, on va dire, à l'édifice du passé, quoi, quelque part. On va vraiment avoir quelque chose de... Si c'est Valyria, c'est antique, donc c'est quelque chose qui est terminé. Et des inspirations plus médiévales qui vont venir du vivant, qui vont venir s'inscrire dans le règne des Targaryennes. Donc pour détailler un petit peu tout ça, par exemple sur Valyria, il y a quelque chose qui est assez évident, c'est l'Atlantide, hein, qui sert le fléau de Valyria, c'est ni plus ni moins que l'Atlantide engloutie en un jour de Platon. On a la manière dont sont organisées les familles à Valyria. Alors si je dis pas de bêtises, il y en a 40, parce que Martine aime bien faire les choses en grand. Voilà, qui vont se battre entre elles avec quelque chose qui rapproche vraiment de la période de la République romaine. Et quand tu en parlais tout à l'heure, il y avait quelque chose qui m'a marqué, c'est quand tu as parlé de Daenerys la rêveuse qui donne le signal du départ de Valyria. Il y a quelque chose de Cassandre là-dedans, donc Ouais. vraiment de la guerre de Troie. Donc effectivement, la chute de Troie, la chute de Valyria. Donc en fait, Martine prend plus ou moins toutes les chutes, Atlantide, Rome, Valyria. Il fait une compile, et Atlantide, Rome, 3, pardon. Il fait une compile et ça donne Valyria, quoi. Donc on a vraiment Hein? On a l'impression d'un DJ quand tu dis ça. DJ Martin. DJ Martin avec les inspirations, c'est à peu près ça. Donc ça c'est vraiment pour le passé des Targs où on va vraiment avoir tout ce côté antique. Et côté on va dire dynastie telle qu'elle est décrite dans Feu et Sang et puis dans Tuoyaf, donc les origines de la saga, on va avoir des choses plus médiévales. Donc y a un parallèle qui est assez évident, c'est Aegon le Conquérant, Guillaume le Conquérant. Bon, au-delà du fait qu'ils ont tous les deux le mot conquérant accolé à leur nom, on a quand même l'idée d'arriver, de prendre possession finalement de tout un pays, tout un continent, et puis les parallèles entre l'Angleterre et Westeros sont quand même assez nombreux, je pense. Voilà, la différence, c'est que Guillaume a quand même des prétentions, on va dire pas il a des prétentions légitimes au trône d'Angleterre, ce qu'Aegon n'a pas forcément. Lui, il a juste un gros dragon. Hein. On est vraiment sur ce niveau. Et puis deux sœurs qui ont aussi des gros dragons. Oui. Donc du coup, Oui.
ça joue. Voilà, donc, je pense que c'est assez succinct, mais Martine le revendique quand même. Il y a un deuxième parallèle qui revendique, mais alors qui date un petit peu, qui est le parallèle entre Alysanne et Aliénor d'Aquitaine dans l'idée d'avoir je pense, une reine vraiment protectrice des arts, qui a une Ah. cour vraiment qui va avoir oui, qui va vraiment être un mécène quelque part un peu. Hmm. Je pense que c'est ça le point que cherche Martine, mais c'est quelque chose qu'il avait dit en 2006, donc il y a maintenant une quinzaine d'années. C'était le tout début. Il commençait vraiment à écrire sur Alysanne et sur Jaehaerys. C'est même dans un papier où est marqué Good Queens et Rhaenyra est cité. Donc on est vraiment sur le début de son écriture des Targaryennes. Et puis dans les choses plus récentes, puisqu'on est dans la période de promotion de House of the Dragon, il a eu quelques mots sur la période qui l'avait inspiré il a eu quelques mots sur la période qui l'a inspiré pour La Danse des Dragons, qui est l'anarchie anglaise. Donc ça, il en a parlé un petit peu au Comic-Con de 2022, donc il y a quelques semaines. L'anarchie anglaise, qu'est-ce que c'est? Je vais juste vous donner le petit truc, je suis pas spécialiste, hein, mais globalement, le roi anglais meurt, donc Henri Ier Beauclerc. Son neveu Étienne de Blois s'empare du trône, et cela se fait aux dépens de l'héritière légitime et désignée, qui est Mathilde Lampresse, donc la fille du défunt roi. Je pense que ça vous rappellera quelque chose, vite fait. Ouais, Voilà. légèrement. Voilà. Donc, j'ai pas le détail de la guerre, mais je pense que c'est un point qui est peut-être traité dans le bouquin de Babar et des NDM. Ça m'étonnerait que ça ne le soit pas. Oui, il y a des chances. Voilà, une fois de plus, on vous renvoie pour tout ce qui est inspiration historique à tout ça. Et on va revenir sur Westeros finalement, pour parler un petit peu de ce qui fait la puissance guerrière des Targaryennes, au moins jusqu'à la danse des dragons, qui sont finalement les gros dragons. Yoda. Des dragons, oui. Alors, les dragons, finalement, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Hein. Ça a des ailes, c'est gros, ça crache du feu. Attention, est-ce qu'il y a 4 ou 2 Mais pattes? alors, le Hein nombre de pattes, je ne me prononcerai pas là-dessus. Chacun en pense un peu ce qu'il veut. Et c'est quand même un gros symbole de la maison Targaryen. Ils sont arrivés à Pendragon avec leurs dragons. Ils ont réussi à conserver Balerion, qui était né à Valyria. Ils ont des dragons qui sont nés sur Pendragon, Vagar, Peraxès. Et puis ils ont quand même conservé ce gros symbole, puisque finalement on en arrive quand même à la danse des dragons. Ça montre bien quand même à quel point ça les représente. C'est sur leur bannière, enfin leur blason, c'est un dragon. Ils ont toute une iconographie qui tourne autour du dragon. C'est beaucoup d'enfants Targaryens a son propre dragon. Ils sont liés à eux. Alors, un dragon n'a pas qu'un seul dragonnier tout au long de sa vie, donc on peut pas vraiment dire que il se représente. Mais quand même, je trouve que le dragon c'est un petit peu leur symbole. Et quand on voit finalement dans la saga principale, quand on en arrive à un point où le dragon n'existe plus, jusqu'à ce que Daenerys réussisse à les faire éclore, ça montre bien quand même à quel point la famille Targaryen est liée au dragon et quand même assez indissociable de ce symbole-là. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant dans l'écriture de Martin, c'est le rapport. Il va désigner aussi bien un dragon, l'animal, qu'un personnage Targaryen, avec parfois le terme dragon, mais c'est quelque chose qu'il applique à toutes les familles. Il va parler des lions pour Oui. les Lannister, il va parler des loups pour les Stark, Oui. mais une fois de plus, le lien animal, j'ai tendance à dire, quand il y a un animal sur le blason, c'est une grande famille et elle va être désignée de multiples façons par le biais de son blason dans l'écriture, quoi. Tout à fait. Ridan, tu voulais dire quelque chose? Oui, il y a un lien particulier entre le dragonnier et son dragon. On a effectivement, Yoda disait quelque chose qui me paraît intéressant. Elle disait que un dragon pouvait avoir plusieurs dragonniers au cours de sa vie. C'est vrai. Ceci étant dit, on n'a pas spécialement de cas de figure où un dragon accepte deux dragonniers en même temps. Et c'est important. Alors, plusieurs personnes peuvent chevaucher un dragon en même temps. Ça a déjà été fait.
mais il y a toujours le dragonnier en titre et un passager. Par contre, lorsque un dragonnier, comme Geoffrey Velaryon par exemple, monte sur un dragon qui n'est pas le sien, même si le dragon est habitué à Geoffrey parce que, X raisons, l'expérience se finit généralement assez mal pour le dragonnier. Bref. Mais ça, N'en dis c'est, pas ça, plus. mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, je trouve, un peu dans la saga principale. Tu vois, il y a le cas Cantine Martel, par exemple, avec les dragons, où on se rend compte que effectivement, il y a, il y a la mère des dragons et puis il y a les autres, quoi. Alors, Ouais. c'est moins, il y a la mer des dragons et il y a les autres. Je pense que il y a peut-être effectivement, on peut le penser, c'est ce que croient les personnages en tout cas, il y a peut-être un lien entre le sang targaryen et les dragons. Le sang targaryen permet très certainement de chevaucher des dragons. Daenerys, pour le moment, elle est montée que sur Drogon, hein. Elle a pas Mm. chevauché les deux autres. Ce Ils serait sont trop petits. intéressant. Ils étaient trop petits jusque-là. Oui, ils étaient trop petits jusque-là. Désormais, ils Ce qui doivent serait avoir intéressant, atteint c'est une de bonne savoir taille. si elle continue à monter les trois à l'avenir et qu'elle se Ah, réserve cette exclusivité-là ou si il y aura d'autres prétendants, quoi. Ça ouais, serait tout quand à même fait. Mm. assez étonnant qu'une seule dragonnière ait 3 dragons quand même pour le coup, en même temps quoi. Oui, Oui, mais elle est un peu mégalomane. Hein. Oui, elle oui. Ça oui, mais est-ce que les dragons eux l'accepteraient, c'est autre chose. oui, exactement, exactement. Et du coup, où en sont les dragons? Juste avant House of the Dragon, où en sont les dragons, aussi bien les Targs que leur petite bébête, Eridan? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Jaehaerys et il faut voir ça comme vraiment un âge d'or. L'époque de Jaehaerys, c'est un moment où il y a beaucoup de Targaryens, beaucoup de dragons. Le royaume est en paix, le royaume est prospère et a priori tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qui pourrait tourner mal? Bah, ce qui pourrait tourner mal, c'est qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de dragonniers et trop de dragons, eh ben, il va finir par y avoir des tensions. Et ces tensions, elles commencent à émerger durant le règne du successeur de Jaehaerys, Viserys, qui est le roi en titre au moment de House of the Dragon. Euh, je vais pas rentrer beaucoup plus loin pour le moment parce que la série va manifestement adapter une grande partie du règne de Viserys et du coup nous donner un- un aperçu de ces tensions pour qu'on comprenne derrière la danse des dragons auquel on va assister. Mais en gros, là, on va voir un âge d'or des Targaryens avec voilà, beaucoup de dragons, avec un royaume a priori uni derrière son souverain. Et ça va finir par tourner mal. J'allais dire retourner au vinaigre, mais bon, je sais pas si vinaigre c'est vraiment le terme. Au feu et au sang. Ouais, c'est ça. On serait à la treille, je pourrais me permettre ce genre de jeu de mots, mais ce n'est pas le cas. Et ben, on va terminer avec notre petite catégorie habituelle, c'est-à-dire les Targaryennes qui vous ont particulièrement marqué, à ceci près qu'aujourd'hui, comme Yoda est avec nous, on va parler du Targaryen ou des Targaryennes les plus choupis avant la danse. Alors Yoda, qui sont tes Targ choupis finalement? T'as droit à deux, hein, on a Ah, dit. pff, c'est très compliqué en fait. J'ai beaucoup hésité avec toutes les filles de Jaehaerys qui en fait ont quand même plus ou moins tout un destin assez tragique, les pauvres. Mais du coup, je vais commencer par Rhaena Targaryen. La fille d'Aenys Ier, donc elle est fille de roi. Elle a été aussi épouse 2 fois de roi Targaryen. Et c'est quelqu'un dont le destin m'a beaucoup touchée, je trouve. C'est quelqu'un qui n'a jamais demandé son avis dans la vie, comme à beaucoup d'enfants Targaryens d'ailleurs. C'est pas beaucoup. Beaucoup de filles Targaryennes, moi Ouais, j'aurais dit. Voilà, mais, vraiment, des beaucoup filles de Targaryen, Targaryen. voilà. Et en fait, elle a eu une vie toute pourrie, la pauvre, quoi. Faut dire que elle a quand même son premier mari qui meurt, son deuxième est pas très très cool. Euh, c'est pas Indice, de il s'appelle dire, Maegor. Hein. c'est Maegor, voilà. Son deuxième époux, c'est Maegor, qui en fait cherchait juste à avoir des enfants. Et puis à la prendre en otage, finalement. Elle finit par se marier avec
un pauvre type en fait, un petit peu Oui, Andrew on peut le Farman, dire. quoi, pour dire mais bon c'est quand même un peu un nobody, enfin un petit peu quoi, c'est rien du tout. On On comprend, aurait dû t'inviter plutôt toi qui résume la vie des Targaryen, c'est formidable. c'est ça. On comprend très très vite en fait qu'elle est lesbienne en fait tout simplement et que Oui. c'est plutôt de sa sœur de Andrew Farman qu'elle est amoureuse. Mais bon, elle a quand même tellement pas de bol dans sa vie que la femme. Bon, il y a quand même un moment un peu choupi, je pense, à ce moment-là, justement, où elle a l'air de vivre pas trop mal Oui. sur Belle-Île. Ça a l'air de pas trop mal se Belle passer Île, elle non est plus, très quoi. très cool, mais finalement, quand son protecteur meurt, le fils de celui-ci, il les fout tous à la porte. Donc voilà, elle finit par atterrir sur Père Dragon. Et sur Père Dragon, Une séquence géniale de feu essence, le moment où elle est sur Père Dragon. Hein, Oui, voilà, elle est avec sa fille et puis toute sa petite enfin, cour. c'est Voilà. pas choupi, hein, Non, c'est pas vraiment choupi en fait. Non. En fait, C'est c'est pas chou- horrible. c'est pas choupi, mais c'est une séquence qui est très bien écrite où il y a des gens qui meurent Oui, tout à mystérieusement, fait. quoi. Alors, toute cette Mm. épidémie de mort mystérieuse, j'ai pas envie de la spoiler parce que je vous dis, Mm. Non, non, il faut pas. lisez-la. Lisez-la parce Mhm. qu'en fait, c'est très très drôle. Drôle. Voilà. C'est un peu bas. Non, c'est pas drôle, c'est tragique. Non, C'est C'est comment tu peux dire c'est drôle? tragique, voilà. Mais voilà. Elle finit sa vie un peu toute seule, un peu malheureuse. Non, elle finit pas sa vie toute seule, elle finit avec Oh, avec le Lord Maegor Tourelle dans une Tourelle. espèce dans une Voilà. espèce de relation d'amitié à Ça. Arenal. Pour une Ça, fois, ça. Arenal, ça se passe de manière un peu sympa. Je veux dire. Non, non, moi je dirais pas ça comme ça. Moi je trouve Hmm. qu'au contraire, la malédiction d'Arenal, elle a déjà tellement frappé Rhaena avant que ce qui se passe Oui, c'est ça. après, ça Ouais. compte plus, tu vois. C'est ça, c'est Non, et ça. puis- Bon, elle finit quand même un peu toute seule, elle, en Arenal qui est gigantesque, puisque quand ce monsieur Tourelle finit par décéder, elle y habite toute seule dans Arenal, Oui. une grande maison. Un fantôme de plus. Un Un fantôme de plus, finalement, pour C'est reprendre ça. ce qu'on disait la dernière fois sur Arenal. La mort de sa fille est pas très très rigolote non plus, hein. Mais au moins, elle en a une des deux qui meurt pas. Enfin, ou du moins Pas qui tout ne de meurt pas suite. tragiquement. Bon, Mm. ça veut dire qu'elle a fini par mourir en effet. Mais voilà, donc c'est un personnage qui est très touchant, je trouve, Rhaena, et à qui on peut s'attacher, parce qu'elle a une vie assez dégueulasse en fait. Mais elle me plaît beaucoup, puis son jeu feu est un dragon plutôt chouette. Voilà. Eridan. Je pense que le personnage de Rhaena, c'est l'un des plus actuels que Martin a écrit, c'est-à-dire que bon, dans la construction de Feu et Sang, il avait déjà écrit toute la danse des dragons 5 ans avant, il avait déjà écrit tout le règne de Viserys 5 ans avant aussi, Aegon, Maegor, tout ça c'était déjà bien calé, mais vraiment c'est le règne de Jaehaerys qu'il a écrit le plus récemment, et je trouve que ça se ressent beaucoup à travers le personnage Oui, aussi. de Rhaena. Notamment, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a toute une thématique autour de la place de la femme à travers le personnage de Rhaena que Martin avait déjà suggéré, mais pas encore complètement abordé. Et ça, c'est très intéressant à lire ça dans Feu et Sang pour le coup. Et tu en as un deuxième, du coup, Yoda. Bon, alors mon deuxième, c'est plus pour le troll qu'autre chose, mais c'est Vaegon Targaryen. Oh non, oh non. Si. C'est un Vas-y, des... justifie-le. Donc Vaegon Targaryen, c'est le quatrième fils du roi Jaehaerys et de Alysanne Targaryen. C'est aussi le seul qui survit finalement. Alors on sait pas comment il finit par mourir, c'est un peu dommage parce que vraiment c'est un personnage que j'aurais adoré en apprendre encore plus. Mais alors, c'est un gamin détestable. Oui, mais pas comme un Geoffrey, tu vois. Non. Très différent d'un Geoffrey pour le coup. Et alors, il aime pas se battre, il était censé se marier avec sa sœur, Daela. Heureusement, ça s'est jamais fait, parce qu'alors, la pauvre, sinon, ça aurait été affreux. Donc, c'est un petit gamin qui aime pas se battre, qui aime les études, qui aime les livres, qui aime tout ça. Alors, il se fait humilier aux entraînements, tout le monde le déteste, parce qu'en plus, il a un caractère de cochon, quoi. Et bon, il va finir à la citadelle pour devenir archimestre. C'est le grand maître Elissar qui finalement suggère ça à Jaehaerys.
Elissar, qui est aussi un personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Mais y a-t-il des personnages que tu n'aimes pas finalement? Ah, Si, elle aime pas Jaehaerys. oui, Ah. je tiens pas des masses à Jaehaerys, c'est vraiment taille, parce que je trouve que c'est une personne qui a rien compris à ses enfants. Voilà. C'est pas qu'à ses enfants, à vrai dire, mais Non. oui, j'aime bien ton point de vue, Yoda. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, un jour, de Jaehaerys. Bref. Oui, je pense que c'est vraiment un personnage qui mérite qu'on s'y attarde dessus. Bon, Aegon, il y a honnêtement pas grand chose à dire sur lui, hein. Mais C'est juste que c'est un Targaryen qui aime bien lire les livres, en fait. C'est un Targaryen qui aime bien lire des livres, qui finit à Ah, la citadelle, qui ne meurt pas d'un seul coup, quoi, voilà. Et puis attends, à la citadelle, en plus, il devient l'archimestre des mathématiques, hein, concrètement. Donc, qui peut l'apprécier? La Je vais me faire personne que démolir pour avoir personne dit ça. n'aime, en fait, c'est ça. Est-ce que George R. R. Martin évacue un trauma de professeur de mathématiques C'est possible, oui. Alors, c'est un peu rigolo parce que il est sous-entendu que c'est un peu lui qui a donné l'idée du Grand Conseil de 111 pour la succession de Jaehaerys. C'est quelque chose qui va tout à fait avec le personnage, je trouve. Et en tant que... Bah oui, il a fait. Je pense que lui, il doit voir ça de manière très mat, du coup. Genre, ça Oui. plus ça, moins ça, du coup, ça doit marcher si jamais je fais ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on peut dire qu'en fait, tout est de sa faute. Non, je plaisante. Mais finalement, il aurait pu être roi. Étant donné que c'était le seul fils qui Vivant. voilà. mais bon, est-ce qu'il a pas voulu? Est-ce qu'on lui a pas proposé? Ça, on le sait pas trop. Mais c'est quelqu'un qui reste un peu dans l'ombre et du coup, on n'apprend pas trop de saleté sur lui finalement, ce qui est peut-être pas plus mal. Et donc voilà. Mais en même temps, il y a un parallèle tout trouvé avec un personnage dont on a parlé au début du podcast, qui est Mestre Aemon, qui Tout du à coup fait. se fait proposer la royauté et la refuse pour préférer la citadelle finalement. Oui, Par oui, quel oui, pouvoir ont les livres sur vous? Je trouve qu'il se rapproche vraiment. Alors bon, Mestre Aemon a l'air plus sympathique dans le fond, mais peut-être que en fait Vagon, s'il avait fini au mur, aurait eu un cœur d'or lui aussi. Sait-on jamais. Non, il se contentera du masque, ça suffit comme ça. Ouais. Il n'y a pas de Et toi, dragon lui Eridan d'ailleurs, c'est un peu... Non, il est connu pour ça d'ailleurs. Vaegon le sang dragon. Et toi, Eridan, t'as un petit arc choupi ou pas? Alors, avant la danse, hein, on est bien d'accord. Ouais, avant la danse, ouais. Ça va être compliqué. Et puis bon, moi je suis quand même réputé pour réussir à réciter la généalogie Targaryen à l'envers. Donc je les aime un peu tous. C'est compliqué d'en sélectionner qu'un seul dans le lot. Puisque je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'elle jusqu'à maintenant et que c'est quand même un personnage important, je vais dire Alysanne. C'est vraiment le choix de la raison, c'est le cas de le dire. Mais je vais dire Alysanne parce que c'est la bonne reine, quoi. Juste, elle reste la bonne reine tout au long de sa vie et je pense que c'est elle aussi, comme Jaehaerys, c'est vraiment un personnage qui mérite qu'on s'attarde dessus et qui mérite d'être aimé, tout simplement. Oh bah c'est quand même agréable au milieu de toute cette famille de tarés d'en avoir un bienveillant de temps en temps quand même. Hein. Allez, juste pour le troll, il y en a deux qui me font un petit peu délirer. C'est deux des enfants de Jaehaerys et Alysanne, c'est Baelon et Alyssa, qui, à partir du moment où ils sont ensemble, Yoda, je pense que tu vois où je veux en venir, se disent « Hey, faire des galipettes, c'est vachement sympathique. Si on faisait plus que ça le restant de nos jours !» Je trouve que la manière dont c'est écrit, c'est juste admirable, quoi. T'as quand même un archimètre qui essaye de te montrer la grandeur des Targaryens et qui te dit « Bon ces deux-là, ils couchent ensemble et ils sont heureux. Ok, tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. » Un couple qui a été très heureux d'ailleurs, j'ai l'impression, et finalement des couples heureux, ça court pas les rues non plus. Donc, à partir du moment où tu mélanges des histoires de dynamique de pouvoir et de choses comme ça, les Bien couples sûr. heureux régnants, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, ils ont grandi ensemble, se sont mariés, ils ont été heureux d'être tous les deux. C'est mignon. Et bien sur ce, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à laisser Port-Réal et Père Dragon, à remonter sur le petit dragon d'Alysanne et puis de retourner pour nous sur le mur. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est sur YouTube ou sur notre blog ou venir nous rejoindre sur le forum, qui sait. En tout cas, partagez-le à vos petits copains.
Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, on fait tout un tas de choses. À l'heure où sortira ce podcast, en plus, on sera plus qu'à 5 jours de la diffusion du premier épisode de House of the Dragon. Donc, vous allez avoir de l'actualité de la garde de nuit, il y a des Twitch de prévus, de réactions, des choses comme ça. N'hésitez pas donc à nous suivre. Et sur ce, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast de la garde de nuit, cette fois un peu plus tard. Bon, il y aura peut-être des Lagardez-vous de Shao qui traîneront par là dans la période, mais sinon, on vous donne rendez-vous plutôt à la fin de l'année pour le podcast sur Sansa, qu'on tease à chaque fois, décidément. Il va vraiment falloir le faire. On va pas pouvoir passer à côté, mince. C'est ça. Et puis si ce podcast sur les Targaryens vous a intéressé, que vous avez raté les autres de toute la série des grandes maisons, effectivement vous pouvez reprendre depuis les Vélarions, passer par les Hightower, ensuite on a fait la Triarchie, Arenal, les Essaims, on termine avec les Targaryens, et on vous dit à bientôt sur le mur. Ciao ciao. Au revoir les gens. À bientôt. Les germes de la guerre sont souvent plantés en temps de paix. La sanglante lutte pour le trône de fer qu'on connaît sous le nom de Danse des Dragons, livrée de 129 à 131, a pris racine un demi-siècle plus tôt, durant le règne le plus long et le plus paisible dont ait jamais joui un descendant du conquérant, celui de Jaehaerys Ier Targaryen, le conciliateur. Le vieux roi et la bonne reine Alysanne régnèrent ensemble jusqu'à la mort de cette dernière en 100, à l'exception de 2 périodes de brouille, connues sous le nom de première et seconde querelle, et mirent au monde 13 enfants. 4 d'entre eux, 2 fils et 2 filles, atteignirent la maturité, se marièrent, mirent à leur tour des enfants au monde. Jamais auparavant, ni depuis, les 7 couronnes n'avaient été bénies, ou affligées selon certains, par une telle abondance d'altesse princière targaryenne. Des ventres du vieux roi et de sa reine bien-aimée jaillit un tel chaos d'ambition et de prétendants que nombre de maîtres estiment que la danse des dragons, ou une lutte de nature similaire, était inévitable.